Alors aujourd'hui, on va parler des actions offensives et des actions défensives. On va voir est-ce que ça a un intérêt d'avoir ces deux actions-là dans son portefeuille. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Je fais cette vidéo par rapport à une question qu'on m'avait posée pendant un des lives, il y a la semaine dernière je crois. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me donner 3 actions défensives et 3 actions offensives. Et donc on va imaginer un portefeuille, d'avoir voilà, un portefeuille avec des actions défensives, des actions offensives, donc 3 de chaque. Alors en action défensive, il m'a d'abord donné Johnson & Johnson. Donc en quoi c'est une action considérée défensive? En gros, j'ai l'impression que ce qu'on appelle entreprise défensive, c'est des entreprises qui sont très solides. Apparemment, on imagine qu'elles seront encore là dans plusieurs décennies, peut-être même dans 100 ans. Souvent des entreprises qui ont des gros moats, mais des entreprises qui ont peu de croissance. Voilà. Donc si on regarde la croissance du chiffre d'affaires de Johnson & Johnson, c'est entre 1,5 et 3% par an. Enfin, sur les 10 dernières années, on est plutôt entre 1,60 et 1,80% par an. Et si on prend même en free cash flow par action, on est à 2% par an sur les 5 dernières années et 4,71 sur les 10 dernières. Il y a un ROCE qui est pas trop mauvais pour une entreprise comme ça, donc qui est même pas mal. On est à peu près à 15%. Donc typique, c'est typiquement l'entreprise, la grosse entreprise qui a un moat, mais dont la croissance est derrière elle, quoi. Ils augmentent bien leurs dividendes chaque année sans problème. Le rapport entre cash et dette est bon, donc ils ont l'air de pouvoir rembourser leur dette. Voilà, ils peuvent rembourser leur dette en moins d'1 an. Donc c'est une entreprise dans laquelle on appelle ça défensif parce que notre capital est censé être en sécurité, mais il n'y a pas de croissance. On va regarder les autres exemples qu'il m'a donné d'entreprises comme ça. Donc il y a Procter & Gamble. Procter & Gamble, on a les mêmes caractéristiques, donc croissance c'est entre 1 et 4-5% par an. Et même en free cash flow par action, c'est un petit peu mieux, mais voilà, on dépasse pas les 10%, donc c'est on va dire du 5-6%. Un ROCE qui est pas mal, encore une fois. Des marges qui sont bonnes aussi. Un dividende qui augmente régulièrement, et il y a un peu plus de dette, mais je pense que ça doit être correct. Voilà, ils peuvent rembourser leur dette en 1 an et demi. Donc pareil, typiquement grosse boîte solide, mais avec peu de croissance. Et en troisième, il m'a donné Coca-Cola. Donc Coca-Cola, les mêmes caractéristiques, hein, donc les croissances, on est en dessous des 5% par an. Et si on va sur le free cash flow par action, alors je sais pas est-ce que les 12 derniers mois c'est une erreur dans les données ou est-ce que ils ont vraiment fait des trimestres de pertes dernièrement, mais en tout cas même si on ignore le dernier point, voilà, c'est des croissances qui sont assez faibles. On voit que d'année en année c'est plutôt du 5% par an, quoi. Et ensuite quand on descend, les ROCE, voilà, qui sont entre 10 et 15%, donc c'est supérieur à la moyenne, des bonnes marges, un dividende qui augmentait tous les ans, un nombre d'actions qui baisse et une dette qui a l'air gérable. Alors là, ça va être faussé par les derniers. Mais si je prends ici, par exemple, ils font 10 milliards de free cash flow sur une année. Et il y a en dette nette, il y a 40 milliards, donc ce qui fait quand même, ça fait quand même 4 ans à rembourser, mais ça va, c'est pas effrayant comme niveau d'endettement, même si c'est un petit peu, c'est plus élevé que ceux dans quoi j'investis habituellement. Donc voilà, ça c'est les entreprises qui sont considérées défensives, en tout cas que ChatGPT m'a donné pour les entreprises défensives de ce portefeuille fictif. Donc des entreprises stables, solides, qui devront encore être là dans plusieurs décennies, mais avec peu de croissance. Et ensuite en offensif, il m'a donné Tesla. Donc Tesla, alors là ça n'a rien à voir, hein. Croissance annualisée c'est du entre 30 et 40% par an, free cash flow pareil 30% par an, free cash flow par action 23% par an, hein. Ça veut dire qu'ils diluent leurs actionnaires. Si on a le free cash flow par action qui croît moins vite que le free cash flow, c'est que le nombre d'actions augmente, ce qui est négatif pour l'actionnaire. Donc voilà, des croissances qui sont extrêmement élevées. Ensuite au niveau du ROCE et des marges, là c'est pas trop ça qui caractérise je pense qu'on appelle une entreprise offensive. Entreprise offensive, c'est surtout des boîtes qui ont des énormes croissances. En fait, ça se résume à ça. En gros, c'est des croissances supérieures à 30% par an, on va dire. C'est ce qu'on considère du offensif, 20-30% par an minimum. On a souvent cette caractéristique du nombre d'actions qui augmente dans les entreprises qui ont autant de croissance. Et on a surtout une autre caractéristique, c'est des valorisations qui sont assez élevées. Bon, 164 fois le free cash flow des 12 derniers mois, 11,6 fois le chiffre d'affaires, ce qui peut paraître pas spécialement choquant comme ça, mais pour une entreprise qui est principalement une entreprise de voitures aujourd'hui, factuellement, ça fait beaucoup. 12 fois les ventes pour une entreprise de voitures. Le PER 174, enfin voilà. Donc première entreprise offensive, Tesla. Ensuite, il m'a donné Snowflake.
J'avais déjà regardé rapidement Snowflake, juste pour voir. Ouais, j'avais vu que, donc voilà, croissance annualisée, 70%, 70% par an de croissance. Par contre, une caractéristique qu'on voit souvent, c'est que il y a plus de SBC que de free cash flow. Donc en gros les salariés sont bien plus avantagés que les actionnaires. C'est pas super pour les actionnaires. Si on descend, voilà, on remarque le truc habituel, donc augmentation du nombre d'actions. Et si on va regarder du côté de la valorisation, ah oui, et souvent dans les entreprises offensives, elles sont souvent soit pas rentables, soit peu rentables, ou bien avec des SBC supérieurs au free cash flow. Donc là c'est le cas, hein. Les SBC c'est le double du free cash flow. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, ils sont pas vraiment rentables. Et en plus les SBC c'est 1,5 milliard pour un chiffre d'affaires de même pas 4 milliards. Donc c'est énorme. Et niveau valorisation, qu'est-ce que ça donne? 92-93 fois le free cash flow, ce qui est absolument énorme. Et puis la troisième qui m'a donné, c'est Datadog. Hop, donc Datadog, on va retrouver des caractéristiques similaires, hein. 50% de croissance par an, des SBC qui représentent, c'est un peu mieux, qui représentent les 3 quarts du free cash flow. Voilà, avec des croissance du free cash flow officiel de 300% par an en moyenne, 233% par an en moyenne pour le free cash flow par action. Donc c'est-à-dire qu'il y a ils diluent leurs actionnaires, donc le nombre d'actions augmente. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La caractéristique classique, c'est une valorisation élevée. Bon, la graphique est pas très lisible parce qu'il y a des valeurs extrêmes qu'ils ont eu là en 2020, donc je vais mettre une limite pour éviter ces cas-là. Mais bon, en tout cas, ils sont à 50 fois le free cash flow, ce qui fait beaucoup. T'enlèves les SBC, paf, 148 fois le free cash flow, donc ce qui est considéré comme un prix sur free cash flow, comme un multiple de valorisation qui est très élevé. Donc voilà, on a notre portefeuille offensif-défensif, donc avec 3 actions Johnson & Johnson, Procter & Gamble et Coca-Cola en défensif, et puis Tesla, Snowflake et Datadog en offensif. Et le problème que je vois, et qui fait que je n'organise pas du tout mon portefeuille de cette manière, et que je ne pense jamais, pas une seule seconde à cette notion de action défensive, action offensive, c'est qu'en fait pour moi là on va perdre dans les deux cas. On a à la fois les actions défensives dans lesquelles, ok, on va peut-être ne rien perdre, par contre on va rien gagner non plus. C'est ça le problème, c'est que bon, ok, notre capital est protégé, ce qui est déjà pas mal, je vais en reparler juste après. Mais bon, si on investit en bourse, c'est quand même pour gagner de l'argent, je pense. Et sans prendre trop de risques, on peut quand même faire mieux, parce que là, si Procter & Gamble, ils ont une croissance du free cash flow par action de, en moyenne, allez, prenons 7% par an. Bon allez, 7% par an, je simplifie, hein, t'ajoutes le dividende, bon ok, il y a un dividende. Et ouais, pour avoir une performance supérieure au marché, il faudrait obligatoirement l'acheter à un multiple de valo qui est bien en dessous de sa moyenne, quoi. Mais là on voit que c'est pas le cas aujourd'hui, et en plus ces entreprises là très solides, elles ont moins de volatilité dans leur valorisation, donc bon, c'est assez rare et je pense qu'on peut faire mieux. Donc voilà, typiquement sur les entreprises considérées défensives, on va pas perdre, mais on va pas gagner grand chose. Et à l'inverse, sur les actions offensives, alors soit les actions vont s'autodétruire, disparaître, et dans ce cas on aura tout perdu, ou bien on va acheter tellement cher que de toute façon on va se prendre un moins 50%, un moins 80%. Les personnes qui font ça achètent des entreprises défensives et des entreprises offensives pour avoir un portefeuille équilibré, mais au final t'as la moitié qui va rien te rapporter, et l'autre moitié sur laquelle tu vas tout perdre. Donc le résultat final est pas terrible. Donc je pense pas que ce soit la bonne approche. Et l'approche que moi j'ai et qui je pense est bien meilleure, c'est déjà de chercher ces caractéristiques d'offensif et de défensif à l'intérieur de chaque action, en pensant d'abord au défensif. Donc qu'est-ce qui va nous donner le défensif? Bon, je vais prendre un exemple d'entreprise que j'ai, par exemple Fortinet. Donc je pense d'abord au défensif, je pense en tout premier à réduire mon risque, c'est le principal en investissement. Comment on réduit son risque? Comment on a du défensif dans une action? Parce qu'il va nous donner le défensif, c'est déjà qu'il n'y ait pas de dette. Voilà, donc là on a une entreprise qui a 4 milliards de dettes et qui a 4 milliards de cash et qui a 1 milliard de dettes. Donc ça fait 4 moins 1, ça fait 3 milliards de cash net, donc d'excédent, en gros il n'y a aucune dette. Donc ça élimine le risque de faillite. Donc ça c'est la première manière de gérer la partie défensive. Ensuite, deuxième critère qui nous donne de la défense, c'est que l'entreprise ait un moat, donc un rempart concurrentiel. Donc dans le cas de Fortinet, c'est principalement des switching costs.
Donc voilà, ils font de la cybersécurité, ils vendent des pare-feux et des abonnements, des services pour protéger quoi, les entreprises. Donc c'est typiquement le genre de produits qui sont très compliqués à changer, quoi. C'est risqué en fait de faire un changement de fournisseur de cybersécurité. Donc ça augmente les chances que déjà l'entreprise continue à exister pendant longtemps, et puis même qu'elle continue même à avoir des bons résultats pendant longtemps. Et le troisième facteur qui donne l'axe défensif, donc là, Fortinet, c'est pas le meilleur exemple aujourd'hui, mais au moment où je l'ai acheté, ça l'était plus. Donc c'est d'acheter une valorisation qui est correcte. Donc bon, aujourd'hui, Fortinet, alors au moment de son achat, donc aujourd'hui Fortinet est à 38, donc valorisation plutôt élevée. Mais par exemple, voilà, quelqu'un qui achetait du Fortinet entre novembre 2023 et juillet 2024, on va dire qu'il y a eu à peu près 6 mois où c'était plus correct dernièrement, et bien il réduisait beaucoup son risque, hein. Surtout celui qui a acheté fin 2023. Malheureusement, je connaissais pas encore l'existence de cette action à ce moment-là. Donc voilà les trois manières de gérer la partie défensive dans un portefeuille, plutôt que de chercher des actions défensives, plutôt chercher ces trois caractéristiques-là dans toutes les entreprises qu'on veut acheter en fait. Donc ça c'est pour la partie défensive, et toujours penser à la défense d'abord, et privilégier la défense quoi. En investissement, c'est en privilégiant la survie et le fait de ne pas perdre qu'au final on va gagner plus. Et ensuite pour l'offensif, là ça va venir principalement d'un mix, d'un mélange de deux critères. Un mélange d'un ROCE élevé, donc là un ROCE de 40% pour Fortinet, ça veut dire que, sachant que je le calcule avec le free cash flow, ça veut dire que quand ils réinvestissent 100 euros de cash, sur une année, ces 100 euros de cash vont générer 40 euros, ce qui est très très élevé. On considère que ça devient bien à partir de 15, hein. Et ensuite ils peuvent réinvestir au moins une partie de leur cash à un ROCE élevé comme ça, donc une partie suffisante. Ça va leur permettre d'avoir des croissances qui sont élevées, hein. Donc dans leur cas du 22% par an sur les 5 et 10 dernières années, en plus très régulier, et free cash flow entre 20 et 27% par an, et free cash flow par action entre 24 et 29% par an sur les 5 et 10 dernières années. Donc voilà comment je vois cette histoire de offensif-défensif. Je pense que c'est beaucoup mieux de le voir comme ça, de chercher toutes ces caractéristiques-là dans chaque entreprise. Comme ça, à la fois j'ai peu de risques, on a peu de risques de perdre, et en même temps un risque assez élevé de gagner beaucoup, ce qui me paraît mieux que d'avoir la moitié où on va rien gagner, la moitié où on risque beaucoup de perdre beaucoup, quoi. Donc voilà, et en premier lien en description, vous avez toujours le lien pour recevoir mon guide gratuit avec les 7 principes les plus importants de ma philosophie d'investissement, et aussi dont le lien s'affiche aussi sur le bouton en plein milieu de l'écran, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.